Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre site coursdephysique.com ou votre chaîne YouTube Cours de physique. Donc dans cet exercice, on va voir le champ magnétique créé par une spire circulaire. Donc cet exercice est divisé en des parties, c'est-à-dire qu'on va partir du champ magnétique créé par une spire circulaire de courant, donc parcouru par un certain courant I, et après on va en déduire le champ créé par une bobine plate, et après la bobine plate, on va donner le champ créé par un solénoïde circulaire. Donc, calcul du champ magnétique B en un point M de l'axe de la spire. Donc, on a une, donc d'abord je vais dessiner ce qu'on a. Donc, on a une spire circulaire elle est parcourue par un certain courant I. Donc ça, c'est l'axe de la spire qui est tout simplement OZ. Notre objectif, c'est de déterminer le champ en un point M de cet axe. Donc, qu'est-ce qu'on va dire d'abord? On va dire, donc, comme en électrostatique, donc ici on travaille de la magnétostatique, c'est à peu près similaire. Donc on va partir, donc en électrostatique, on part d'un petit élément, d'une petite charge ponctuelle. Là, on va partir d'un petit élément de courant. Bien entendu, ce petit élément de courant, il fait partie de la spire. Alors, comment on va noter ce petit élément de courant qui fait partie de la spire? Eh bien, on va le noter tout simplement IdL, centré autour d'un point P. Donc, ce point P, il est quelque part là. Donc, ça, c'est le point P. On va repérer P par... On repère P par P, donc ρ qui est égal OP est égal R qui est le rayon de la spire et par l'angle phi. Donc ça, c'est tout simplement donc ce que vous avez ici. Donc ça, c'est donc l'angle phi, c'est celui-là. Et cette distance de là vers là, c'est tout simplement R. Eh bien, ce petit élément de courant, donc c'est un petit élément, il va créer un petit champ élémentaire. Un champ élémentaire bien entendu. Donc, ce petit élément, en effet, de courant IdL, en effet, qu'est-ce qu'il fait? En effet, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il crée en M le champ élémentaire dB. Donc, on a dit qu'il crée le champ élémentaire dB en M. Donc, je vais vous dessiner ça. Donc, le petit élément de courant IdL, c'est celui-là. Donc, ça,
Donc ce vecteur que vous voyez ici, donc ça c'est IDL, et au centre on a le point P. Ce petit élément-là, il va créer ici, en ce point M, il va créer un champ élémentaire DB, centré autour du point M. Donc, je vais appeler cet angle, donc l'angle que crée OM et PM, ou je vais dire MO plutôt MP, je vais l'appeler tout simplement θ, parce que ça va nous servir. Alors, donc, il faut faire un petit peu attention, mais pas beaucoup. Bon, il faut juste faire attention à l'expression de dB. Parce qu'en effet, il ne faut pas se piéger. Donc l'expression est très simple. Mais comme toujours, en effet, ce qui pose le problème, c'est le sens du vecteur qu'on va utiliser. Donc ici, voyez-vous bien que dB, donc, par analogie, donc dB en M, donc en électrostatique, on a epsilon 0. Donc, en électrostatique, on a par exemple 1 sur epsilon 0. On travaille ici la magnétostatique dans le vide. En électrostatique dans le vide, on a 1 sur epsilon 0 par exemple. On a epsilon 0. Mais dans l'expression de la force élémentaire, ou le champ élémentaire, je veux dire, le champ élémentaire, désolé, pour l'expression du champ DE, élémentaire, le champ électrique, on a 1 sur, ou le champ électrique en général, pas forcément élémentaire. Donc on a 1 sur epsilon 0, exactement 1 sur 4 pi epsilon 0. Eh bien, en magnétostatique, il faut remplacer toujours 1 sur epsilon 0 par mu 0. Donc 1 sur 4 pi epsilon 0 a comme équivalente en magnétostatique mu 0 sur 4 pi. Donc, je vais commencer par écrire mu 0 sur 4 pi. Et ce qui crée en effet le champ élémentaire, c'est le IDL. Et il faut absolument, en effet, il faut le faire préciser centré autour du point P. Parce que ça va me servir, ce point P centré autour du point P, c'est d'une importance capitale. Donc, parce que ça va me servir en effet pour déterminer le sens exact de mon vecteur. Voyez-vous bien ici, ce M et ce P, c'est d'une importance capitale. Donc, ici en effet, puisque en effet j'ai un petit élément de courant bon, qui est un vecteur en effet, bon, je vais faire le produit vectoriel pour aboutir à un vecteur, parce que dB c'est un vecteur. Donc je fais vectoriel quoi? Donc qui crée en effet le champ? Ce qui crée le champ, c'est tout simplement IDL qui se trouve au point P. Il crée ce champ là au point M. Donc de la source vers l'objectif. De la source vers l'objectif. Donc je vais faire tout simplement vectoriel PM et je vais diviser par PM au cube. Donc vous avez cette expression. Donc vous pouvez bien sûr ajouter que avec, bien entendu, puisque vous avez que le vecteur PM, c'est PM suivant U PM, eh bien vers ce moment-là, vous pouvez dire que cette expression c'est aussi mu 0 sur 4 pi I dl centré autour du point P vectoriel PM sur PM au carré. Donc on a vectoriel, bon je vais dire vectoriel U PM sur PM au carré parce que, comme vous voyez,
GPM, c'est exactement PM, UPM. Donc, vous avez ces deux expressions. Eh bien, qu'est-ce qu'on a pu... Donc, ça, c'est quoi? Eh bien, ça, c'est tout simplement la loi de Biot et Savart. Loi de Biot. C'est pas bio, mais Biot, s'il vous plaît. C'est la loi de Biot et Savart. Eh bien, nous, notre objectif, c'est de donner le champ résultant au point en M. Donc, vers ce moment-là, on peut dire que B en M égale à l'intégrale sur tout l'aspire en effet de dB qui est centré autour du point M et qui n'est autre que... Donc en effet, je ne vais pas utiliser cette expression-là du vecteur unitaire parce que c'est un petit peu lourde. Avec ce vecteur PM, je peux simplement utiliser la relation de Schall et travailler avec la base cartésienne en toute simplicité. Donc on va dire que ça c'est tout simplement, donc je vais faire sortir la constante qui est tout simplement mu0i sur 4pi pm au cube. Eh bien certains et certaines vont me dire, eh bien le pm c'est pas une constante. Mais attention, c'est une constante. Pourquoi? Eh bien, vous voyez là, j'ai un cercle. À chaque fois, je fixe mon point P et je fixe mon point M. C'est vers ce moment-là de fixation que je calcule le champ B au point M. Donc le point PM... qu'est-ce que je dis le point PM? Bon, PM, c'est une constante. Donc l'intégrale sur tout l'aspire de dl centré autour du point P vectoriel PM en toute simplicité. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à donner l'expression de dl. Donc, je vais quand même ajouter la base cylindrique. Donc ici, bon, ça c'est euro. Et ça c'est EFI. Et ça c'est EZ. Notez que le DL, il n'est pas nécessairement suivant EFI. Il ne suit pas nécessairement EFI. Mais il suit exactement le courant I. Donc il faut faire attention. Donc remarque, I suit, ou plutôt on va dire que DL suit I. C'est pas forcément suivant EFI. Eh bien, à partir de ce moment-là, je vais dire que DL, c'est donc DL qui est centré autour du point P. Bon, on va dire que c'est DL EFI. C'est clair. DL égale à combien? Donc, DL, c'est un petit élément de cette spire. Eh bien, c'est tout simplement CR, le rayon de la spire, et je fais bouger un petit peu le rayon d'un angle défi pour tracer le DL. Comme ça. Donc, je fais R fois défi. Donc, ça va donner R défi EFI. Donc, il me reste à donner, ici on a donné DL, il nous reste maintenant à donner PM. Comme je vous ai dit, il est plus simple d'utiliser le PM que UPM, du fait qu'avec PM,
je peux tout simplement utiliser la relation de Schall pour user les vecteurs de façon très simple. Bon, je vais utiliser les vecteurs unitaires. Bon, je vais ici utiliser la base cylindrique. Donc, avant, j'ai dit la base cartésienne. Bon, on peut aussi utiliser la base cartésienne, mais là, je vais utiliser la base cylindrique. Donc, on va dire que PM et PM égale PM, c'est PO plus OM. PO, c'est R, mais suivant moins euro. R moins euro. Donc, et OM, c'est donc de là vers là, c'est Z. On va appeler ça petit z pour ne pas avoir d'ambiguïté, hein. Donc, parce que j'ai peur que quelqu'un me dise, eh bien, j'ai un problème avec le z. Donc, ça, c'est celui qui varie. Et ça, grand Z, par exemple, à chaque instant, on le fixe. Donc, étant donné que le OM, c'est Z, EZ, PO, c'est moins R, E, roue. Voilà. Donc là, je calcule DL vectoriel PM. Je calcule DL vectoriel PM. Donc ici, j'ai affaire avec un produit vectoriel entre la base cylindrique. Donc si vous vous trompez par exemple, vous pouvez expliciter la base cylindrique en écrivant euro, EFI, EZ, et là la permutation circulaire apparaît de façon très simple. C'est-à-dire que si vous faites euro vectoriel EFI, ça donne EZ. Si vous faites EFI vectoriel euro, ça va donner moins EZ, etc., etc. EFI avec EZ. EFI vectoriel EZ, EFI vectoriel EZ, c'est euro. EFI avec, donc EFI vectoriel euro, c'est moins EZ. Donc ça donne plus R carré défi EZ. D'abord, il faut prévoir une chose, c'est que le champ sera nécessairement porté par l'axe de la spire, parce que, en effet, l'axe de la spire, parce que moi je veux calculer le champ B en un point M qui appartient à l'axe de la spire. Étant donné que l'axe de la spire est un axe de symétrie, eh bien, forcément, le champ doit appartenir à cet axe. Donc, quand on va intégrer sur cette expression, nécessairement on va trouver une valeur nulle. Donc, moi je vais calculer maintenant, donc parce que le truc, c'est de calculer cette quantité-là. J'ai déterminé DL vectoriel PM, donc je vais dire, donc d'abord je vais vous écrire ce que c'est un objectif, c'est que P en M, on a dit que c'est mu0i sur 4pi PM au cube intégral sur tout la spire de DL centré autour du point P vectoriel PM en toute simplicité, hein. Voilà, donc là je vais tout simplement déterminer cette intégrale. Cette intégrale là, je vais déterminer cette intégrale. Donc, spire
Donc les bornes d'intégration. Donc moi, voyez-vous bien, j'ai utilisé des angles. Donc je vais, puisque j'intègre sur toute la spire, et la variable c'est tout simplement phi, eh bien je vais faire varier phi de 0 jusqu'à 2pi. De ça plus ça. Je vais sortir les constantes, étant donné que Rz c'est une constante, R carré c'est une constante. Avec, donc ici il faut se méfier, hein. Donc ce EZ normalement je peux le faire sortir aussi. Mais ce E rouge je ne peux pas le faire sortir parce que quand j'intègre, le E roux il bouge. Quand j'essaie d'intégrer, le E roux il change de direction. Je vais vous montrer comment. Voyez-vous bien? Normalement le point M il est là, le point P. Donc j'intègre. Donc si je suis là, E roux il est comme ça. En intégrant, E roux il change de direction. Donc des fois il est là, des fois il est là. Donc vous voyez comment il change de direction, donc je ne peux pas le faire sortir de l'intégrale. Par contre, quand j'intègre, le EZ il garde la même direction. Mais c'est pas un problème, hein. Pourquoi? Parce que cette valeur elle est nulle tout simplement. Et oui, elle est tout bonnement nulle, hein. Elle est tout bonnement nulle, ben, tout simplement parce que déjà E roux égale à cosinus phi EX plus sinus phi EY. Si on intègre cosinus phi, si je fais l'intégrale de 0 jusqu'à 2pi de cosinus phi des phi, eh bien ça va donner 0. Tout simplement, bon, parce que sur une période, ça donne tout simplement 0. Donc c'est une chose à retenir que sur une période t, donc de 0 jusqu'à 2pi, vous avez ça nul et ça nul. Bah, pourquoi? Eh bien, cette quantité-là, elle est nulle, et cette quantité-là, elle est nulle. Bah, pourquoi? Parce que tout simplement, vous voyez le comportement d'une des fonctions, d'une de ces deux fonctions. Elle est comme ça par exemple. Donc ici, ça c'est une R algébrique, elle est plus et elle est moins. En valeur absolue, bon, cette partie en valeur absolue sont égales, mais bon, ils ont un signe opposé, donc si on fait la somme, ça va donner 0. C'est pour cette raison que sur une période, voilà, sur une période, si on intègre, eh bien ça va donner tout simplement 0. Donc finalement, je vais tout simplement dire que ça, c'est R carré fois 2pi suivant EZ. Et finalement, B en M, donc je trouve donc ça c'est mu 0i alors ce pi avec ce pi va disparaître, ce 2 avec un certain 2 qui est là, donc ça va devenir ici 2. Et puis je trouve que ça donne cette valeur. Donc, mais moi je veux en fonction de θ par exemple. Donc si je veux ce champ-là en fonction de θ, moi je le veux en fonction de cet angle θ. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement donner l'expression de, par exemple, PM au cube ou quelque chose de ce genre. Donc, ici, je remarque que j'ai quand même R sur PM. Ce R sur PM va me donner un certain renseignement. C'est que, vous voyez ce θ. Ça, c'est un rectangle, ça, c'est un triangle rectangle.
j'ai redessiné notre spire. Je vais prendre ce triangle rectangle et je vais le projeter sur le plan de cette feuille. Ça donne cela. Je remarque que R sur PM, ça c'est M, R sur PM, on remarque que c'est quoi? PM c'est l'hypoténuse, R il est opposé à θ, donc ça c'est sinus θ. Donc, ici R au cube sur PM au cube. Pourquoi j'ai fait au cube? Parce que j'ai ici PM au cube et moi je ne veux plus voir le PM. C'est pour cette raison que j'utilise le cube plutôt que le au carré. Si j'utilise le au carré, le PM va toujours apparaître. Ainsi je remplace et je trouve que B en M donc suffit de multiplier ici par R et ici par R, donc R sinus au cube θ EZ. Donc ça c'est en fonction de θ. Maintenant si je vous dis de me le donner en fonction de Z. Eh bien en fonction de Z, il suffit de me donner ce PM au cube égale à combien? D'abord on a le PM, on va dire PM au carré, c'est R carré plus Z carré. Implique que PM a la puissance 1/2 au cube à la puissance 3/2. Alors, suffit de remplacer le PM au cube par cette expression. C'est mu0i sur 2. PM au cube, c'est cette expression-là. Suivant EZ. Donc ça, c'est en fonction de Z. Et voilà. Donc ça, c'est le résumé pour ce qui concerne le champ en un point de l'axe, en fonction de θ et en fonction de quoi? Ici, en fonction de Z. J'espère que tout est clair maintenant pour ce qui concerne le champ créé par une spire circulaire. Donc après, on va voir quelques remarques